20h12 à Paris, c'est l'heure de notre invité du jour. Et cet invité, c'est vous, Bruno Fuchs. Bonsoir. Bonsoir. Président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, porte-parole du MoDem, député du Haut-Rhin. D'abord, on va brasser avec vous les grands dossiers internationaux qui ont fait l'actualité de la semaine donc, en France. D'abord sur ce marathon diplomatique qui s'est déroulé hier sur la crise ukrainienne dans un format inédit, donc entre Américains, Européens et Ukrainiens. On parle d'un excellent échange. C'est le retour de la France dans le jeu diplomatique, selon vous? La France a toujours été dans le jeu mais là, diplomatique. c'est passé en France. C'est une victoire, on va dire, diplomatique de la France. Mais la victoire sera finale si on obtient un cessez-le-feu et derrière un accord de paix avec la Russie. Mais effectivement, c'est la première fois que Américains, Européens et Ukrainiens discutaient ensemble. Et donc, c'est une évolution assez nette de la position américaine. On a réussi à emmener les Américains sur un terrain qui est le terrain le plus évident dans ce type de crise, c'est qu'on ne peut pas définir et signer un cessez-le-feu sans les principaux protagonistes, qui sont les Ukrainiens, les Européens et les Russes de l'autre côté. Mais comment parler avec les Américains et notamment une administration qui souffle le chaud et le froid? On l'a vu entre Marco Rubio qui s'impatiente d'un côté et J.D. Vance qui lui se dit optimiste. Mais on a l'impression que ça change un peu d'heure en heure. Comment la France s'adapte à tout cela? C'est la raison pour laquelle il ne faut pas être dans le commentaire heure par heure, justement, parce qu'on voit bien que les États-Unis ont des positions différentes en fonction des acteurs et qu'en réalité, il y a plusieurs éléments sur les États-Unis. C'est qu'ils sont plusieurs, ils ont chacun un point de vue différent, mais qu'à l'arrivée, c'est uniquement le président Trump qui fait foi et sur lequel on peut avoir une position finale. Donc, et il est imprévisible. Il est imprévisible, mais tout remonte à lui. On a un système assez autoritaire qui se dessine. Vous l'avez montré que Salvador, notamment, le président Trump ne respecte pas une décision de la Cour suprême, donc rapport de force, notamment avec les juges, et la Cour suprême, qui est quand même l'organe le plus élevé, qui garantit les institutions ou le fonctionnement des institutions qui est aux États-Unis. Qui est largement conservatrice. Oui, mais qui a demandé à ce que ce Salvadorien soit rapatrié aux États-Unis, ce que refuse de faire le président Trump. Donc on a un État de plus en plus autoritaire et dans ce type de schéma, c'est toujours le chef qui a le mot final. Donc pour l'instant, ce qu'il faut voir, c'est que le président Trump s'impatiente. C'est-à-dire qu'il a besoin d'un cessez-le-feu rapide. Il avait dit 24 heures. Bon, c'est un petit peu rapide, mais quelques semaines. Là, on est à plusieurs mois. Donc, il veut maintenant se désengager rapidement. Et il met une pression. Et il voit bien que sans les Européens, il n'obtiendra pas de cessez-le-feu entre les Ukrainiens et les Russes. Concrètement, qu'est-ce qui est sorti de cette réunion d'hier? Est-ce que vous avez des informations notamment sur le protocole d'accord sur l'exploitation des minerais en Ukraine? Alors ça, c'est un protocole qui est différent, qui a été un protocole, pré-protocole en tout cas, qui a été signé cette semaine entre Ukrainiens et Russes et Américains et qui pourrait être signé jeudi et d'après le président Trump, mais il est en marge. C'est un des éléments du cessez-le-feu. Sur le cessez-le-feu, bien sûr, il y a pas mal de choses qui ont été discutées. Toutes les questions importantes d'un cessez-le-feu sur les prisonniers, sur la façon d'assurer la sécurité des personnes et des territoires une fois que le cessez-le-feu a été signé. 4 ou 5 points très importants, en tout cas, sur lesquels on a échangé. Il n'y a pas de position finale, mais c'est la première fois que les Américains voient bien que, sans tenir compte des lignes rouges des Ukrainiens et de la position des Européens, ils n'obtiendront pas de cesser-le-feu. C'est ça, je pense, l'élément essentiel. Et vous êtes optimiste, vous Non, moi, je suis pas optimiste. Sur la conclusion d'un cessez-le-feu. Les Russes ont encore bombardé Soumy et Dnipro cette semaine, donc avec des massacres de civils insupportables. Donc on est sur des crimes de guerre, voire plus, certainement, lorsqu'ils seront documentés. Donc, je ne suis pas optimiste du tout. Ce qui a été fait est absolument une catastrophe absolue. J'étais à Soumy, moi, il y a 3 mois. Donc, je me suis promené, j'ai été voir, j'ai visité, j'ai parlé avec les habitants. Et ces habitants, certains sont déjà morts avec la frappe de cette semaine. Donc, je ne suis pas optimiste, je suis très réaliste. Je veux qu'on arrive à une paix comme le président Trump, mais cette paix, elle doit être durable. Elle ne doit pas être au profit des Russes, parce que si elle est au profit des Russes, ça veut dire que c'est le droit international qui n'est pas respecté. Or, nous avons des rapports aujourd'hui entre les pays qui sont fondés sur le droit international, et c'est ça qui assure la sécurité des citoyens. Quelle voix européenne maintenant peut porter la France sur ce dossier, alors qu'on le sait, les 27 sont divisés sur le dossier ukrainien? Ils sont divisés pas tant que ça. On a pour la première fois sur la défense européenne et sur l'Ukraine une convergence en Europe avec les Allemands, avec les Polonais, avec également pas avec les Italiens, pas avec les Britanniques aussi. Même les Hongrois sont pour une défense européenne. Donc il n'y a pas de
Il n'y a pas de point de blocage. Il n'y a pas de point de blocage sur la nécessité de le faire. On le voit bien aujourd'hui sur tous les grands sujets, notamment le sujet des tarifs, que si on ne répond pas à l'échelle européenne, c'est la question des tarifs, la question de la défense également, eh bien on n'aura pas de résultats qui permettront de sécuriser la vie des citoyens européens. Justement, sur la question des tarifs, Giorgia Meloni, c'est curieux que ce soit Giorgia Meloni qui a été invitée à Washington pour se faire la voix européenne sur ce dossier. Qui est allé à Washington? C'est l'Italienne ou c'est l'européenne? C'est toujours les deux, mais c'est aussi l'européenne. Et nous, on a besoin, bien évidemment, de personnalités. Nous, les Européens, on a besoin de personnalités qui ont un bon contact avec le président Trump. C'est le cas de Giorgia Meloni, mais c'est le cas également du président Macron. Le président Macron appelle très régulièrement, plusieurs fois par semaine, le président Trump. Donc, c'est une bonne relation. C'est la raison pour laquelle la session d'hier a eu lieu à Paris. Donc, il faut utiliser tous les points positifs. Si Mme Meloni obtient des résultats, tant mieux. Pour l'instant, ils n'ont pas été publics, en tout cas annoncés. Mais le fait que des Européens qui ont une certaine relation régulière avec le président Trump aillent aux États-Unis est une bonne chose. Et la deuxième chose importante, qui est la preuve de l'importance de l'Europe, c'est que sur les tarifs commerciaux, eh bien, c'est l'Europe qui est compétente. On ne peut pas faire modifier les tarifs pays par pays. Donc, sur les droits de douane, c'est l'Europe. Et c'est la bonne échelle pour arriver à essayer de sauver ce modèle européen. Sur le dossier franco-algérien, maintenant, quel regard vous portez sur les derniers développements? Le dialogue est encore ouvert avec Alger? Là, il est très, très peu ouvert. Là, mais il n'est pas fermé totalement? Il ne le sera jamais, puisqu'il y a plus de 6 millions de Français et d'Algériens qui ont cette biculturalité, qui sont entre l'Algérie et la France. Donc, ce ne sera jamais rompu. Mais au plan diplomatique, en tout cas, oui, au plan diplomatique, les relations sont très tendues, sont très froides. Je ne suis pas sûr qu'il y ait eu une expulsion comme ça de diplomates depuis 1962. Donc la crise est effectivement très grave. Mais il faut maintenant, comme on l'a fait pour les étapes précédentes, arriver à retrouver la voie du dialogue, car le seul intérêt, et pour la France et pour l'Algérie, c'est de pouvoir discuter ensemble. On a tellement d'intérêts ensemble et tellement de projets à développer que c'est ça la voie finale. Mais aujourd'hui, effectivement... Mais la balle est dans quel camp maintenant pour espérer une sortie de quand une reprise du dialogue? On veut le dialogue, c'est les deux camps. Mais là, nous arrêtons en France... On est à un statu quo, là. Oui, mais bon, on est assez haut maintenant dans la surenchère ou le bras de fer diplomatique. Donc il faut retomber. On a la question de ce diplomate algérien qui a été arrêté, qui a quand même commis des barbouzeries, puisqu'ils ont enlevé un ressortissant. Ce sera la justice de trancher là-dessus. Mais pour l'instant, ils sont mis en examen et détenus. Donc, on ne peut pas laisser sur le territoire français commettre des actes de cette nature. On a une souveraineté. Et donc, il était normal d'arrêter ce diplomate. La question est maintenant de savoir comment il va être jugé et quelle est la procédure qui va suivre. Et est-ce qu'il n'y a pas une instrumentalisation de politique en France de cette question algérienne? On l'observe de toutes parts, pas uniquement dans le camp présidentiel. Oui, je ne suis pas sûr qu'on peut parler d'instrumentalisation. Chacun joue sa partition, ministre de l'Intérieur. Chacun joue sa partition politique à 2 ans de la présidentielle, malgré tout. C'est une question qui polarise l'opinion. Aussi, certainement, mais chacun est dans son rôle. Ministre de l'Intérieur, il doit assurer la sécurité des biens et des personnes pour les Français. Et donc, quand il y a des personnes en situation illégale en France frappées d'OQTF, elles doivent être renvoyées. Donc, c'est son travail et même c'est le résultat de ce travail-là qui va être mesuré. Donc, il est dans son droit et il doit faire cela. Après, il y a des diplomates qui doivent créer des relations de dialogue avec l'Algérie. Mais j'observe, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles cette crise est à nouveau à un niveau très élevé, c'est qu'en Algérie, on a justement plusieurs camps. La position algérienne n'est pas du tout homogène. Et il y a plusieurs camps. Et donc, même si c'est difficilement lisible. Certains veulent dialoguer avec la France et certains veulent une rupture des relations avec la France. Et c'est ce camp-là, certainement, qui a réagi lors de ce bras de fer diplomatique qui a continué. Bruno Fuchs, merci à vous, président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale.